Salut Tata, salut tout le monde, moi c'est Giovanni et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler d'un, voire des outils qui sont de plus en plus connus dans les entreprises. Je veux bien sûr parler des CRM. Et pour nous accompagner sur ce sujet, comme d'habitude, je suis avec mon frérot Anthony. Anthony, comment ça va? Comme d'habitude, ça va mon frérot et c'est un sujet très intéressant. Ben ouais, super intéressant. Et pour nous accompagner, nous éclairer sur ce sujet, on est avec un expert de développement en application B2B, Gillian Hospice. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. J'espère que le sujet t'intéresse aujourd'hui. Oui, clairement, on va être dans le vif du sujet. Eh bien génial, c'est parti pour la partie décryptage. On les utilise pour faire des devis, des factures, avoir une bonne relation clientèle, gérer ses effectifs. Je vais bien sûr parler des CRM. Mais les CRM, qu'est-ce que c'est, Anthony? Alors les CRM, donc dit Customers Relationship Management, sont des solutions qui permettent de gérer la relation client à la base. Alors malheureusement, on les utilise un peu pour tout, décrire à l'heure actuelle, que ce soit des applications ou autres, mais un CRM a d'abord été créé pour de la relation client. D'accord. Et donc du coup, en fait, tu m'expliques que les gens font un petit amalgame sur les termes en fait des différents outils. Alors avec l'avènement du no-code, en fait, que ce soit un logiciel de gestion intégré ou autre, on dit que c'est un CRM, même quand on doit créer des tunnels de vente ou autre chose dans le digital, on dit mon tunnel de vente il est managé par un CRM, etc. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir. D'accord. Alors Gillian, toi du coup tu es expert en développement d'applications de gestion de B2B. Est-ce que tu peux vraiment clarifier un petit peu les choses de par tous les outils quand on veut faire une facture, quand on veut faire un devis, voilà. Okay. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer tout ça? Alors, je pense que comme Anthony me disait, on a vulgarisé un peu le cycle CRM, mais qu'à la base, on parle de ERP. Voilà, ERP, c'est-à-dire c'est un logiciel qui va gérer tous les process de l'entreprise. D'accord, donc ça va être la relation client, ça va être la facturation, ça va être le support utilisateur par exemple. Donc il y a vraiment différents modules. Maintenant, quand on parle de CRM, on est vraiment dans de la relation client. Vraiment dans la relation, ça peut être de la prospection jusqu'à la vente et puis le service après-vente. Alors Anthony, tu voulais nous montrer quelques chiffres de leur utilisation et ce que ça apporte finalement les CRM. Alors il faut savoir qu'en 2017, le taux de satisfaction client était à peine de 40% et on voit que maintenant en 2018, au moment où on a commencé justement à utiliser ces CRM, on est monté quand même à environ 60-78% de taux de satisfaction. Alors cela aussi est corrélé par le taux d'investissement sur le marché du digital. On voit que le marché du digital peinait à peu près 1 trillion de dollars pour, à l'heure actuelle, pour prévu 2025 du moins, environ 2,8 trillions de dollars. D'accord, donc c'est un marché en grande expansion. Oui, en grande expansion et un marché totalement vital pour nos entreprises. En ce qui concerne justement les catégories de CRM employés, on voit que la plupart des CRM sont employés d'abord dans le tracking et dans l'interaction. Alors, tracking et interaction, pourquoi? C'est vital pour une entreprise de savoir comment se portent ses clients. Ensuite, on voit directement le contact et le management. Envoi de factures, envoi d'informations, emailing, bien sûr, qui suivent juste après. Tout cela permet à l'entreprise de mieux gérer ses clients, mais aussi, et c'est très important de le dire, de mieux gérer ses freelance ou ses digital nomades. Nous avons eu un sujet d'ailleurs à ce sujet. Alors, du coup, Gillian, tu as quand même une expérience dans le développement de ces applications tierces pour une entreprise. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans un premier temps, tes clients, quand ils viennent te voir, est-ce qu'il y a une vraie problématique du fait qu'ils ne sont pas bien équipés et quand ils viennent te voir, tu sens vraiment un fossé dans leur gestion d'entreprise? Alors, je ne dirais pas un fossé, je dirais simplement qu'on a un profil de dirigeant d'entreprise d'une certaine génération qui avait des outils, mais qui utilisait quand même beaucoup le papier. D'accord? Et par exemple, ça m'arrive de faire une démo de Facturosa. Et puis, la personne, elle est partante pour démarrer. Et puis, quand il faut importer les données dans l'outil, il faut tout retaper. Parce que tout est sur un petit carnet papier avec le numéro de téléphone. Donc là, il faut tout retranscrire à la main.
Donc oui, je ne me souviens plus de la question. Non, mais du coup, ça m'amène à une autre question. Ok. Mais quels sont les profils types de clients que tu as qui recherchent ces outils pour leur aider dans la gestion d'entreprise? Après, tous les dirigeants d'entreprise, enfin toutes les entreprises devraient avoir des outils comme ça aujourd'hui. Parce que ce qu'on a vu là, ce qu'Anthony a montré, il y a vraiment plusieurs processus dont on parle. On a parlé du tracking, on a parlé de l'emailing, on a parlé du management, on a parlé d'automatisation des tunnels de vente. Et là où ça devient compliqué, c'est qu'il n'y a pas un outil qui fait tout. Et c'est impossible. Enfin, il y en a peut-être un, mais ça va être une usine à gaz en fait. Et donc il faut trouver les bons outils qui fonctionnent pour vous. Et ça, il faut prendre le temps et il faut se demander à d'autres personnes qui ont plus d'expérience. Et puis la difficulté aussi, c'est de se retrouver avec trop d'outils en fait, trop d'outils différents. Il y a des duplicata, il y en a qui font la même chose, etc. Donc c'est bien de bien prendre le temps de choisir ces outils-là. Et surtout, je pense que les clients deviennent de plus en plus exigeants. Donc il faut se professionnaliser et il faut justement répondre à cela. Et puis oui, on est obligé de s'adapter par rapport aux autres concurrents qui, eux, investissent, comme on l'a vu dans des outils comme ça, et qui facilitent la relation avec le client. On a parlé de chatbot, par exemple, pour répondre rapidement à une question qu'on a. Bon, ben ouais, il faut pouvoir être réactif, et à l'heure actuelle, oui, on ne peut pas se passer de ces outils-là. Mais du coup, moi, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous êtes convaincus que ces outils apportent un vrai gain de productivité? Donc, celui qui veut répondre en premier. Alors oui et non. Oui, s'ils sont bien utilisés. C'est-à-dire qu'en plus, ces outils-là, ils demandent un certain paramétrage. Ils demandent une certaine maîtrise. Donc il faut prendre le temps de se former à ces outils, de comprendre comment ils fonctionnent, de comprendre les liens entre d'autres outils, parce qu'il y a souvent des passerelles. On vous dit, vous utilisez Facturosor, et puis vous pouvez le connecter avec votre site e-commerce. Mais il faut savoir comment le faire pour pouvoir créer ces passerelles-là. Mais du coup, voilà, il faut prendre le temps de bien paramétrer le tout. Et là, une fois que c'est fait, là par contre, oui, le gain de temps, il est réel. Je rebondis sur ça, c'est exactement ça. En fait, tu peux avoir le meilleur CRM ou même outil du monde, si tu ne le gères pas à 100%, ça ne servira à rien. En fait, il faut vraiment exploiter l'outil dans son ensemble pour pouvoir en tirer un gain de productivité ou quoi. Exactement. Et excuse-moi, c'est pour ça aussi que dans ce genre d'application, il y a un gros effort qui est fait. On a vu de nouveaux métiers apparaître. C'est ce qu'on appelle les UX designers et UI designers qui vont travailler sur l'expérience client, l'interface, pour simplifier cette utilisation. Parce que les outils que mes prospects utilisent, par exemple, c'est des outils qui datent d'un certain temps. Et en fait, ça fait peur. Quand on va sur l'outil, on n'ose pas cliquer sur le bouton, on ne sait pas si en cliquant, ça va tout détruire. Et donc voilà, donc c'est important. Mais justement, de plus en plus, et depuis le Covid, on a vraiment vu qu'il y a une accélération de la mouvance entrepreneur. On voit de plus en plus de jeunes désirant de se lancer. Et c'est vrai que le côté un peu gestion, chiffres, c'est quelque chose qui fait peur. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un travail aussi à faire, des applications, où justement, d'entrée de jeu, inciter ces jeunes à se lancer et faire la distinction, qu'est-ce qu'une facture, qu'est-ce qu'un devis et je rebondis sur ça, surtout que c'est obligatoire. On arrive au stade où l'État va demander... Exactement. Alors il y a ce sujet-là qui est très important, on pourra en parler après. Et pour répondre à ta question directement, quand on crée une entreprise, on est focalisé, on est concentré sur la vente. On veut faire du chiffre d'affaires, on veut vendre son produit, on veut commercialiser. Et donc forcément, on met son importance, son attention dessus. Sauf que le problème, c'est que derrière, on laisse tout de côté, c'est-à-dire la compta, l'administratif, on dit qu'on va gérer. Mais on ne le gère pas. Et quand il faut le gérer, eh ben, c'est des paperasses à gérer, c'est des mails à chercher, et ça génère du stress. Et c'est pour ça que c'est fondamental de mettre en place une structuration très tôt pour pouvoir gérer cette partie-là. Alors, moi, j'ai une question de par ton expérience, le type de clientèle que tu as. J'aurais aimé avoir un regard sur la Martinique. Est-ce que, selon toi, les entrepreneurs martiniquais font attention à leur gestion d'entreprise et surtout utilisent les outils adéquats pour la gestion d'entreprise? Alors, je ne pourrais pas répondre de façon précise, globale, mais après, ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend de la discipline qu'on a, et puis si on aime ou pas les chiffres, si on est à l'aise ou pas, si on comprend ou pas les termes comptables. Donc ça dépend, vraiment, ça dépend. Il y en a qui délèguent carrément, ils savent que ok, c'est pas mon sujet, je délègue. Il y en a qui veulent gérer en interne et qui embauchent quelqu'un pour gérer cette partie-là, ou il y en a qui veulent maîtriser leur partie, donc vraiment ça dépend. Mais de toute façon, si on veut que l'entreprise tienne sur la durée, c'est obligé que cette partie-là soit maîtrisée. Oui, et on revient du coup sur la loi. Du coup, donc c'est obligatoire. Et
comment tu ressens les choses? Est-ce qu'il y a eu un impact pour toi? Parce que comme ça devient obligatoire, forcément, on fait appel à ta solution. Tout à fait. Alors, et ça va très loin en fait. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais en fait, ce que l'État a voulu mettre en place, c'est éviter de la fraude contre la TVA. Donc en gros, on achète quelque chose, le professionnel n'enregistre pas la vente et puis il garde le cash de côté. Bon, ça, tout le monde connaît. Et donc ils voulaient diminuer cet effet-là. Et donc ils ont mis en place des outils qui sont certifiés. Donc ils ont bloqué les outils. Et d'ailleurs, les outils internationaux, quand ils viennent s'installer et se commercialiser en France, ils doivent répondre à ces différentes exigences gouvernementales. Et on va maintenant encore plus loin. Là, on arrive à ce qu'on appelle facture X. Donc facture X, c'est la facture électronique qui sera mise en place dès l'année prochaine. Alors ça va commencer, ça va être par étapes. D'abord les très grandes entreprises, après les moyennes et après les TPE. Et la direction dans laquelle on va, c'est que demain, quand vous allez faire une facture, eh bien, à l'instant où vous la validez, eh bien, les impôts sont au courant. Donc, il y a plus, enfin voilà, c'est pour limiter les possibilités de fraude. Donc, c'est dans cette direction qu'on va. Est-ce que tu ne penses pas que pour des jeunes entrepreneurs ou même des entrepreneurs un peu plus, tu vois, j'ai envie de dire un profil un peu plus senior, est-ce que tu ne penses pas que ça les effraie? Quand on parle d'outils, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une barrière à l'entrée? Les freelances, pour les freelances. Voilà, qui sont seuls à la gestion. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a trop de termes techniques qui, pour autant, c'est un outil fantastique, mais on nous bombarde d'informations un peu très théoriques, même juridiques. Est-ce que tu ne penses pas que ça effraie un petit peu les gens? Je ne pense pas. En fait, disons qu'il y en a qui sont un petit peu en résistance, effectivement, avec l'outil informatique, mais quand même, les entrepreneurs sont des gens volontaires. Donc ils y vont. Voilà. Et s'ils savent qu'ils ne savent pas faire, ils vont déléguer. Donc ouais, je pense que ça va aller pour tout le monde. Ça va aller. D'accord. Mais du coup, moi, j'ai quand même envie de te poser aussi la question, Anthony, puisque dans notre vie de tous les jours, on est aussi entrepreneur. Est-ce que tu penses que sans CRM, on aurait pu développer notre activité comme on a pu le faire aujourd'hui? Wow, la question. Voilà. Alors, sans logiciel de gestion, comme ça on va faire le distinguo, sans logiciel de gestion, non. Non, clairement, il est vital pour un entrepreneur maintenant d'avoir un logiciel qui suit sa gestion, sa facturation. Ça, c'est rédhibitoire. Les CRM, en fonction d'eux, je dirais que c'est un bonus. Si tu me parles de CRM pour de l'emailing ou quoi que ce soit, bon, on peut très bien créer nos emails, ou ça va prendre du temps, c'est de l'optimisation, certes, ça va prendre du temps, mais voilà. Par contre, la gestion, non, il faut être intransigeant dessus. De nos jours, on doit vraiment suivre notre gestion, on doit savoir ce qui rentre, ce qui sort, et je dirais même que c'est le propre même d'un entrepreneur pour l'optimisation de son business, de savoir ce qu'il gagne et comment il le gagne. Est-ce que, on crée un produit, du coup, est-ce que ce produit-là fonctionne? On ne le voit que par les chiffres, que par les retours clients, certes, mais surtout que par les chiffres. Mais les chiffres ne mentent pas. Mais il n'y a pas quand même un risque d'une fuite de données, puisqu'on rentre quand même des données assez importantes, des chiffres, le chiffre d'affaires, le bénéfice. Est-ce que ça ne représente pas quand même un risque de piratage? On récolte des données de n'importe quelle entreprise, la concurrence peut les utiliser à des fins malveillantes. Est-ce qu'il y a pas un risque de tout centraliser sur un logiciel de gestion? Ça va être compliqué parce que de faire autrement en réalité, parce que sinon il faut que l'outil soit sur votre ordinateur personnel, ou même sur votre propre serveur, mais ça comporte des risques. Je veux dire, les investissements qui sont faits par Amazon, Facebook, Google sur les serveurs, c'est colossal. D'accord, en termes de sécurité. Et le risque que ton ordinateur plante ou que tu renverses une tasse de café sur ton clavier et que tout crame, ça a plus de chances d'arriver que le serveur d'Amazon brûle. Justement, ton application, ta solution, elle est cloud? Oui, d'accord, tout à fait. Et c'est une question un peu bateau, mais on m'a toujours dit de ne jamais trop faire confiance au numérique, et avec raison. Si effectivement des choses devaient se passer, est-ce qu'il y a pas un risque pour une entreprise d'avoir tout centralisé? Est-ce qu'il faut délaisser le papier totalement, le bon vieux carnet de factures, le bon vieux carnet de devis, de bons de commande? Est-ce qu'il faut vraiment tout dématérialiser ou au contraire garder une petite vieille habitude? Voilà. J'ai quand même envie de te poser la question.
c'est un vrai débat. Après, moi, j'ai mon carnet. Hein. J'ai mon carnet, Voilà, j'écris mes affaires voilà. dessus, j'aime bien écrire. Bon, c'est important de continuer à écrire, d'avoir son carnet, je pense que ça c'est clair. D'accord. Après, toutes les données, elles sont sauvegardées. On a des disques durs, on a des clouds, justement. Donc, il y a de quoi faire quand même. Une petite parenthèse, pour expliquer vite fait aux gens, alors les clouds, donc ce sont des réseaux de serveurs interconnectés, et du coup, il y a ce qu'on appelle des sauvegardes tampons. Donc si un serveur devait être down, il y en aurait un autre, donc on ne perdrait pas ces données. Il faut quand même expliquer. Ah oui, et ça c'est révolutionnaire. Le nombre Bien de sûr. fois où j'ai fait un document et puis il y a une erreur, j'ai pas enregistré, j'ai tout perdu, alors que là maintenant c'est enregistré en temps réel, voilà, tu te poses plus de questions, quoi. Donc en soi, vous êtes en train de me dire que le papier, le stylo vont devenir has-been d'ici quelques temps et de Ouais, je faire sais pas s'il va totalement devenir confiance, has-been, mais totalement confiance au numérique, puisque du coup, il y a moyen de récupérer ce qu'on peut perdre. Has-been, peut-être pas. Il y a toujours une certaine beauté d'avoir un stylo et une feuille de Bien papier. sûr. Par contre, la loi va nous forcer à ne plus les utiliser oui. dans tous les cas. Et récemment, il m'est arrivé un truc tout bête, mon ordinateur, la carte mère a grillé. Bon, ben, je l'ai ramené, heureusement, il était encore sous garantie. Et j'ai récupéré mon ordinateur, mais j'avais aucun stress. En fait, j'ai perdu aucune donnée, tout est sauvegardé sur le cloud. Donc, j'ai récupéré mon ordi, j'ai tout récupéré. Et voilà, en moins de 2, j'avais mes informations. D'accord. Eh bien, vous l'avez compris, les CRM, mais plus globalement, les outils de gestion B2B sont essentiels à la réussite d'une entreprise, start-up ou solopreneur. Faites attention quand même à garder des petits réflexes, à noter certaines choses au cas où. Ou d'avoir des disques durs de sécurité. Voilà. Et du coup, on va passer à la partie portrait avec notre invité, Kylian Hospice. Kylian Hospice, tu es CEO, fondateur de Facturosor, Tout à fait. d'autres applications comme Kikodoc, mais on en reviendra dans un prochain numéro. J'aimerais savoir, du coup, qui t'es. Est-ce que, du coup, tu es natif martiniquais, ton parcours scolaire? J'aimerais savoir Tu veux qui tout était. savoir. Voilà, je veux Ok, tout savoir. ok, Qui tu veux était tout savoir. Kylian? Fiche d'identité. Ok. Bon, Kylian Hospice, hein, j'ai 38 ans, donc je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique. Et on m'appelle le yogi entrepreneur parce que j'ai aussi une casquette de professeur de yoga. Donc, quand j'ai fini de bosser la journée, hop, je file à la salle pour donner des cours de yoga. Je suis aussi papa d'un petit garçon de 9 ans. Et comme tu l'as dit, cofondateur de Kikodoc, de Yoga Life West Indies, hein, l'entreprise de yoga, de Facturosor et puis également de Infinite Pilot. D'accord. Voilà. Et du coup, l'entrepreneuriat, comment ça t'est venu? Comment tu t'es inspiré? Enfin, voilà, raconte-nous tout. Alors, moi, par rapport à mon parcours, parce que j'ai pas répondu à cette question, donc après mon bac au lycée Schellcher, je suis parti faire l'école préparatoire, Maths P. Ensuite, j'ai intégré l'école d'ingénieur en informatique. Et ensuite, j'ai intégré un master à HEC Paris, en management de projet. Je voulais justement rajouter une corde à mon arc sur la partie plus management, finance, etc. Et durant ce parcours-là, j'ai été amené à faire des stages. Et très rapidement, je me suis rendu compte que travailler dans une entreprise, grosse entreprise ou petite entreprise, j'ai fait tous les cas de figure. J'ai fait l'école de voile à Majorque comme la grosse Alstom en Suisse. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Il fallait que je sois à mon compte. Et tu me disais en off que tu n'avais jamais eu de fiche de salaire. J'ai jamais été salarié. Alors c'est quand même un luxe, tu vois, de se dire que tu n'as jamais eu ce statut de salarié et quand même, Mais c'est quand même un risque aussi parce qu'au début, c'est beaucoup de doutes. Je vois tous les copains qui sont embauchés, qui montent en poste, en grade, en salaire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, hein, il faut le dire. Hein, donc, c'est pas toujours simple. Et quand on voit le choix qu'on a fait, on peut se dire est-ce que j'aurais dû, mais je regrette pas. Mais Voilà. justement, au moment où tu te dis je peux pas être corporate, on va dire ça comme ça, comment tu te sens? Quand je suis dans l'entreprise. Non, mais comment tu te sens au moment où justement tu sors de cette grosse entreprise et tu te dis là, il faut que je me lance à mon compte? Tu es dans quel esprit, tu es dans quel mood? Je suis déterminé. Mais par contre, j'avais un souci, enfin pas un souci, je voulais vraiment apporter quelque chose, avoir un projet qui ait du sens pour moi. Parce que je pense que c'est très important, parce que vu que l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est intense, il faut que le projet, vous le portez vraiment de l'intérieur. Il faut qu'on aime ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une valeur, qu'il y ait une vision. S'il n'y a pas ça, ça va être difficile de tenir sur la durée. Comment Facturosor est né? Bonne question. Facturosor. Alors, comme j'ai dit, j'avais créé l'entreprise Yoga Life West Indies. Mais ça, c'était à côté. Je faisais ça un peu en mode association, c'est du yoga, on va être cool, quoi.
Et puis, j'avais mon autre entreprise en tant que freelance. Je faisais du conseil en gestion de projet, en développement informatique. Et par rapport à Yoga Life, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait de la trésorerie parce que les gens payent le cours et ensuite, ils viennent consommer le service. Donc, il y avait de la trésorerie sur le compte. Et je me suis dit, ouah, je m'enflamme, c'est bon, on est les plus forts et tout. Et je décide de faire un investissement en communication. Là, j'ai dit, les 4x3 sur la route, c'est la classe, on va nous voir et tout. Je paye cash, etc. Donc, tout va bien. Jusque là, je suis content. Et puis, je reçois un mail du comptable qui me dit, bon, il va falloir payer la TVA, donc ça va faire tant. Et là, je fais, ah, en fait, je viens d'utiliser les sous que j'avais sur mon compte pour payer une campagne de pub avec les sous de l'État. En fait, en gros, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que je me suis dit, ah non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut aussi, si ça prend un tel essor, si ça se développe, il faut l'envisager comme une entreprise. Et du coup, ça veut dire mettre en place des systèmes, des process. Et du coup, Facture aux oreilles est comme ça. Je l'ai d'abord créé pour moi. D'accord. Et puis au fur et à mesure d'en parler à droite à gauche, les gens disent « Ah mais ça m'intéresse, j'aimerais bien aussi l'utiliser, le tester ». Et puis c'est de là que le projet est parti. Donc tu as fait une version, on va dire, bêta. Ah oui, une version bêta. Ah, ça a commencé sur Excel. Hein. Excel. Ah ouais, ça a commencé avec un Excel bien moche. Mais comment t'es venu, tu vois, la petite étincelle où tu t'es dit, ben, je vais vraiment créer ma startup. Facturoson va naître à partir de ma petite solution pour me dépanner. Tu sais quoi, je me suis dit, j'ai testé, c'était donc en 2015-2016 cette histoire-là. Et là, j'ai commencé à regarder un petit peu les outils qui existaient. Et alors là, il y en a beaucoup en ce moment, mais à cette époque-là, enfin, en 2015, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et tout ce qui existait, c'était des outils pensés pour les experts. Tu vois, pensés pour les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers, les gens qui sont à l'aise avec les chiffres, qui maîtrisent leur sujet. Design, voilà, mais ce n'est pas des dirigeants d'entreprise. Donc, ce n'est pas les termes qui nous parlent, ce n'est pas les informations qui remontent qui sont les bonnes. Et donc, c'était pas évident. Donc, du coup, j'ai dit, bon, j'ai laissé ça tomber. J'ai dit, bon, ben, je vais reprendre ma formation initiale de développeur. Et puis, j'ai fait mon application. Voilà. Aujourd'hui, comment tu sens Facturoson dans le paysage B2B martiniquais? Eh bien, c'est une application qui commence à être connue, que beaucoup de gens en parlent, bouche à oreille. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mais c'est vraiment top ce que tu as fait ». Il y en a qui me disent « Je suis fou de m'être lancé dans un tel projet » parce que c'est vrai que c'est assez énorme comme outil, comme développement derrière. Et puis vraiment, j'ai plus du tout de complexe d'infériorité par rapport aux outils qui sont sur le marché, que ce soit des outils internationaux ou nationaux. Franchement, on est au même niveau, voire des fois, on est même un peu plus haut. Mais du coup, quels sont tes objectifs pour Alors moi, Facturoson? ma vision, c'est vraiment de devenir la référence en termes d'outils de gestion de pilotage de petites entreprises, donc jusqu'à 10 salariés, aux Antilles Guyane. C'est vraiment le focus du moment. Et tu penses qu'à terme, quand tu créeras vraiment ce produit référence, ben, ça aidera des jeunes entrepreneurs ou des seniors qui, eux, ont sûrement dû rencontrer les mêmes problématiques que toi au départ. Tu penses que ça évitera vraiment Ah oui, complètement. Et puis c'est aussi, il y a aussi de la formation avec, parce que il faut avoir l'outil, mais il faut savoir l'utiliser correctement. Et donc ça, c'est important aussi d'apporter cette brique-là avec l'outil. Mais l'outil apporte de la formation? Comment ça? Alors, disons qu'on propose nous une formation à l'outil. Et c'est toujours mieux parce qu'après les gens sont beaucoup plus à l'aise. Après, on a tout un listing de vidéos tutos qu'on a mis en place directement sur la plateforme. Et puis, on a le support utilisateur qu'on fait via WhatsApp. Voilà. D'accord. Et moi, c'est quelque chose de totalement hors business, mais ça fait quoi, du coup, de ne jamais avoir travaillé, de créer sa start-up et d'être ici en Martinique? Qu'est-ce qu'on ressent, du coup? On est fiers. Franchement, je suis fier, je suis content parce que j'ai toujours voulu rentrer. Alors non, attends, j'ai une bêtise. Quand je suis parti pour mon bac, après mon bac, je me suis dit que je rentrerai quand j'aurai 45 ans, 50 ans, voilà, je vais revenir avec la famille et tout ça. Et puis, après avoir passé 8 ans en métropole, je n'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi. Rentrer chez moi. Et je suis rentré pour une mission de 9 mois. Et en fait, quand j'ai mis les pieds ici, je dis « Ah non, je ne repars pas ». Déjà, on se sent bien ici, on est à la maison, il y a une qualité de vie. Et puis, il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai dit non, je reste ici et puis on va montrer qu'on peut le faire ici. D'accord. Mais du coup, en ce moment, tu es partenaire du coup, ou même tu es au Crédit BASCA? Au Village BASCA. Au Village BASCA, laisse-moi. Donc, comment ça se passe là-bas? Alors, le Village BASCA, c'est un accélérateur de start-up. Donc, du coup, moi, je suis rentré, ça va faire bientôt 3 ans. Donc, c'est maximum 3 ans la période d'accompagnement.
Et c'est un espace justement qui regroupe les entrepreneurs de différents secteurs, vraiment. C'est pas uniquement de la tech, hein, il y a de l'agriculture, il y a des prestations de services, il y a vraiment de tout. Et ils nous accompagnent en mettant à disposition des experts en ressources humaines, en droit juridique, au droit des sociétés, en marketing, des choses comme ça. Et ça nous permet d'avancer vraiment, parce que on n'est pas expert dans tous les sujets et malheureusement, on est quand même une petite entreprise et donc on doit gérer tous les sujets. Et donc il y a des questions importantes, il faut avoir l'avis d'experts et du coup ça, ils nous l'apportent. Et donc ça, c'est vraiment hyper motivant et ça nous booste. Mais moi, de par ton expérience, et c'est ma dernière question, tu dirais quoi à un jeune homme qui veut lancer sa start-up, qui a eu une problématique, qui a trouvé la solution et qui hésite encore à passer le pas pour diffuser sa solution au plus grand nombre, ce serait quoi ton conseil? De ne pas hésiter, d'y aller. Et en fait, je pense que moi, ce que je lui dirais, c'est de faire avec ce qu'il a. C'est-à-dire que oui, il peut avoir la super application, dépenser combien de milliers d'euros pour faire développer l'application, et puis ensuite aller la commercialiser. Mais ça, c'est pas la bonne façon de faire, parce que ça prend du temps de développer une application. De l'argent. Et le temps qu'elle soit prête, c'est peut-être trop tard déjà. Donc il faut démarrer avec ce qu'on a. Il faut tester, voir, fabriquer, même si c'est beaucoup de manuels au début, mais il faut commencer. Commencer, et puis après, ça va se faire tout seul. Quand on va rencontrer du monde, les contacts vont se faire, le réseau va se créer, il y a le bouche-oreille. Et en plus, la Martinique, pour moi, c'est le territoire parfait pour faire ce genre de projet. Parce que on peut expérimenter vraiment le produit, parce qu'on n'est pas dans un espace où il y a beaucoup de monde, donc on peut parler avec les gens, on peut les rencontrer, on peut connecter, et ensuite on peut aller plus loin. Eh bien, les jeunes start-upers qui nous écoutent actuellement, vous l'aurez entendu, foncez, n'hésitez pas. Sinon, l'émission touche à sa fin, mes amis. Merci d'être venu, Gillian. Merci pour ton expertise. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Check One sur Zitata TV.